Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Forum de la presse. Aujourd'hui, nous allons parler de la tournée sous-régionale du Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, de la situation sécuritaire dans le pays et le transfèrement du présumé djihadiste Alassane à la CPI. Nos invités sur ce plateau, tous journalistes, Célia Dalmeida du journal du Mali, Abdraman Keïta du journal Le Témoin et Boubacar Yalkoué du journal Le Pays. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Cette semaine, le Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga a effectué une visite sous-régionale au Burkina Faso, au Niger et en Côte d'Ivoire pour échanger sur la coopération avec ces pays. Nous allons ouvrir le débat avec vous, Madame Dalmeida. Quel peut être l'impact de cette visite ? Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau. La visite dans les pays de la sous-région du Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, quelques jours après avoir été au nord du Mali, peut être interprétée comme un retour sur la scène africaine du Mali. Le Mali, il en a beaucoup été question aux Nations Unies, en Europe, justement à cause de la situation du pays, à cause des rencontres internationales qui ont été organisées dans ces pays où il a beaucoup été question du Mali. Maintenant, le Mali, dans le champ ouest africain, n'a pas été beaucoup présent, sauf quand il y a eu des attaques, il fallait coordonner les opérations de sécurisation, etc. Avec le G5 Sahel, le Mali est revenu au centre de l'actualité, dans les questions de développement et bien entendu dans les questions de sécurité. Donc, à mon entendement en tout cas, la visite du Premier ministre est déjà, c'est la première qu'il fait en tant que Premier ministre, donc aller rencontrer les partenaires du Mali, présenter sa vision à lui de la gestion des affaires de l'État, puisque nous n'avons pas encore eu sa déclaration de politique générale. Je pense que c'est ce qu'il est en train de présenter à l'extérieur pour l'instant. Et ensuite, montrer que le Mali est là, à quelques mois des élections, aussi solliciter également l'appui de ces pays voisins pour aider le Mali à aller au bout des échéances et des grands événements qui se profilent. D'accord. Alors, et vous, M. Keïta, selon vous, quel sera l'impact de cette visite ? Bon, l'impact se juge un peu certainement au résultat attendu. Moi, je ne dirais pas que c'est un retour du Mali sur la scène sous-régionale, c'est plutôt un prolongement de ce qu'il a entamé, comme elle vient de le rappeler, de l'initiative qu'il a entamée en faisant une tournée au nord pour chercher un peu la sécurité, sans laquelle sécurité on ne peut pas prétendre avoir une continuité institutionnelle, c'est-à-dire des élections à l'issue desquelles on peut avoir une constitution institutionnelle. Donc, puisque cette sécurité nécessite, elle l'a si bien dit, une coordination d'action dans le cadre du G5, puisque tous les pays visités sont des pays quand même membres du G5, peut donner un peu de dynamisme aux jalons déjà posés dans le cadre de la sécurisation de notre espace sahélien, pour permettre que le Mali sorte de l'impasse qui se dessine si on ne parvient pas à organiser des élections. Donc l'impact de sa visite serait en réalité de sauver un peu, de sauver le pays de toutes ces menaces-là, des menaces sur la continuité institutionnelle, des menaces de vide institutionnel, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'en réalité, c'est dans ce cadre-là qu'il faut le voir. Ceci dit, je pense que le Premier ministre est en train d'imprimer sa signature à la fonction de Premier ministre, puisqu'il faut reconnaître que cette dynamique aurait pu relever si vous voulez, aurait pu être dévolue au ministre des Affaires étrangères, au président de la République, qui est quand même, puisque les affaires étrangères, la consolidation des liens internationaux sont quand même des domaines réservés au président de la République, sont quand même des domaines de souveraineté. Et comme on le dit, il est en train d'imprimer sa signature, c'est qu'il est un peu différent des autres premiers ministres. Et en termes d'enjeux, concrètement ? Concrètement, en termes d'enjeux, oui. L'enjeu, je viens de le dire, l'enjeu, c'est de permettre au Mali, puisque nous sommes en train d'aborder une zone dangereuse où tout tient à la sécurité, où tout dépend de la sécurité. Sans sécurité et sans coordination de toutes ces actions-là, sans collaboration avec les pays voisins pour limiter les dégâts
de l'insécurité et permettre une continuité institutionnelle, il y a fort bien le risque que soit le pays tende vers le chaos et qu'on, je sais pas, on reparle encore des risques de disparition du pays, des risques d'absence de l'État, tout court. Lui-même, il a eu à le rappeler que si le 29 juillet, on n'arrivait pas à organiser des élections, on ne sait pas à qui revient la légitimité de l'État. Donc c'est tout cela qu'il faut préparer. Et c'est ce que le président de la République, je pense, est en train de faire. Et du moins, le Premier ministre, j'ai dit le président de la République, puisqu'il est quand même dans le manteau pratiquement du président de la République. Ce qu'il est en train de faire et efface pratiquement le président de la République, celui qui occupe le terrain. Et on a comme l'impression qu'il est dans le rôle de dauphin. D'accord. Et pensez-vous la même chose que M. Keïta concernant ce rôle de dauphin-là, comme il vient de le dire? C'est la première fois, je pense, que j'entends cette assertion en ce qui concerne le Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga. Il est vrai qu'en tant que très ancien cadre de l'administration malienne, avec le parcours qu'il a, avec l'expérience qu'il a, effectivement, il est autant apte que quiconque à souhaiter briguer la fonction présidentielle. Va-t-il le faire? Je ne saurais vous le dire. Est-il préparé pour ça? Je le saurais encore moins. Mais en tout cas, je pense que, comme le grand frère Keïta l'a dit tout à l'heure, il y a une dynamique. Il y a une dynamique sur le terrain. Et pour nous, les Maliens, qui étions longtemps frustrés de ne pas voir l'appareil étatique au travail, ça nous change un peu. De voir un Premier ministre qui bouge, qui va sur le terrain, il est encore vrai que quand il bouge, il va avec 25 ministres. Je doute de l'efficacité de cela. Je pense qu'ils ont mieux à faire dans leur cabinet. Mais en tout cas, il se passe des choses. Et quelque part, c'est vrai, on peut y voir un air de pré-campagne en se disant, ah oui, bon voilà, maintenant que les élections arrivent, on fait des choses. Mais il y a le mérite de voir des choses se faire. Et je pense que quelque part, cette dynamique, si on arrivait à la garder au-delà de la présidentielle, que ce soit le président actuel qui reste, que ce soit quelqu'un d'autre, mais vraiment montrer que le Mali, à commencer par le sommet de l'État, est au travail, est au service des citoyens et fait en sorte que les choses aillent dans le sens qu'il faut pour que les citoyens puissent vivre dans la sécurité, que l'on trouve des solutions aux questions de santé, que l'on n'attende plus que ce soit sur Facebook que les problèmes de notre santé soient dévoilés pour qu'on y trouve des solutions, qu'on trouve des solutions à l'école. C'est un chantier tellement énorme qu'il est temps qu'on commence à y penser. Voilà, je pense que même laissant de côté la question de l'élection de cette échéance, qui est vraie, est très importante pour le pays, mais je pense que tout est prioritaire au Mali aujourd'hui, et de voir que le Premier ministre impulse une dynamique, que ses ministres derrière lui sont obligés de courir pour le suivre parce qu'il fait des choses, pourvu que ça dure. D'accord. Vous voyez qu'il confirme, sans vouloir le dire, ce que j'ai dit, il est dans le rôle de fin, parce qu'il ne veut pas le dire ouvertement, parce que vous voyez, non? C'est-à-dire, Soumaïla Boubèye Maïga est en train de montrer la voie par rapport à ce qui devait être fait depuis longtemps et qui n'était pas fait. Vous voyez un peu. Donc là il se place en alternative au cas où. En tout cas, c'est comme ça que moi je perçois la chose. Oui. Voilà, il est vraiment dans la peau de l'homme d'État. Et tout ce qui n'avait pas été fait, il a montré que si c'était moi, c'est comme ça que ça allait se faire. D'accord. Alors, ces trois pays plus le Mali comptent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Peut-on réellement s'attendre à une collaboration franche et sincère? On est obligé. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est comme si les doigts se faisaient la bagarre pour prendre la nourriture. On ne va pas manger. On est obligé de travailler ensemble parce que vous le voyez, on le voit tous les jours, les attaques. Ce n'est pas une zone sur une carte. Ce ne sont pas des frontières dessinées. Les gens à qui on a affaire ne se disent pas on franchit la frontière burkinabé, on franchit la frontière malienne. Ils sont dans la quête de la construction d'un territoire. Je parle des djihadistes, hein. Je ne parle pas des bandits. Les bandits, eux, ils viennent opérer, ils s'en vont, ils s'enfuient. Ceux qui sont dans l'optique de la charia, etc., veulent créer un État comme l'État islamique a essayé de le faire en Orient. Donc, quelque part, il est indispensable pour nos États, au point surtout où nous en sommes aujourd'hui, avec la fragilité de nos armées, de mutualiser les efforts. Maintenant, il y a forcément la question de la souveraineté nationale. Chacun va vouloir tirer la couverture à lui. La Mauritanie dit oui, mais moi je suis le plus fort. Le Niger dit oui, moi on n'arrive pas à m'attaquer parce que c'est le Mali qui a le ventre mou. Oui, tout le monde rejette la faute sur le Mali, mais on est en train de voir que justement, ceux qui
regardaient du côté du Mali sont en train de vivre les mêmes réalités que nous aujourd'hui. Donc, quelque part, on a plus intérêt, c'est d'ailleurs, on n'a pas plus, c'est le seul moyen aujourd'hui d'y arriver, de mutualiser les efforts, de minimiser, c'est mon point de vue, l'impact de la dépendance à l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, je parle hors continent africain, parce que c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour mettre en confiance nos populations. Parce qu'aujourd'hui, les populations de nos pays sont dans une situation de défiance par rapport aux troupes étrangères. Donc, plus nos armées vont monter en puissance, plus nos populations vont se sentir en confiance et vont collaborer pour aider nos armées. Donc c'est vraiment un gros enjeu de la mutualisation et des hommes, et des moyens, et même de la stratégie. Parce qu'il faut, et c'est ce qui se passe dans le G5 Sahel, que toutes ces armées-là s'asseyent et disent, bon voilà, moi sur cette partie je vais collaborer avec tel et on va faire ça. Ils ne nous disent pas ce qu'ils ont l'intention de faire, tant mieux d'ailleurs, pour qu'ils puissent le faire avec succès. Mais il est vraiment important d'arriver à ça et c'est de plus en plus urgent que les groupes sont en train d'être renforcés par des éléments qui viennent de zones où ils n'ont plus terrain. Donc la Syrie, la Turquie, etc. Ils sont en train de venir ici, c'est prouvé. Ils sont là, ils sont en train de former du monde. Et donc il est vraiment très urgent que nos États, pour une fois, vraiment, comme vous le dites, sans hypocrisie, vraiment avec la manière et en y mettant vraiment les moyens, pas tout le temps allant à Paris ou à Bruxelles à négocier, mais parce qu'on a les capacités chez nous de financer nos armées. Okay. Et vous, M. Keïta, pensez-vous la même chose que Mme Dameida? Je pense qu'en réalité, il y a une tendance à la sanctuarisation de notre espace par les djihadistes. Et c'est là, cette tentative de sanctuarisation de nos espaces, se déroule chaque fois d'ailleurs, comme elle a bien rappelé, qu'ils ont eu des problèmes ailleurs. Chaque fois qu'ils ont perdu du terrain en Syrie, ils ont perdu du terrain au Moyen-Orient, en Afghanistan, un peu partout. Il y a une vague qui se déplace vers le Mali, puisque nous sommes un espace un peu très vaste pour échapper au contrôle des États. Et quand les espaces sont aussi vastes pour échapper au contrôle d'un État, sauf une mutualisation, seule une mutualisation des efforts peut être la solution. Et d'ailleurs, l'ancien président Atiti à l'époque l'a souvent rappelé, et aujourd'hui on est en train de revenir à la solution qu'il avait préconisée et que personne n'avait écouté, y compris l'extérieur, puisque peut-être en son temps, peut-être l'extérieur comprenait bien que c'était comme ça, mais que ça ne les arrangeait pas, ça n'arrangeait pas les canevas qu'ils avaient tracés, leur schéma déjà prédessiné. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que l'occasion est là, mais je ne suis pas en train de voir cette dynamique se traduire par une volonté politique réelle d'y aller, parce que je n'ai pas vu, c'est-à-dire qu'elle se traduise par exemple dans une augmentation conséquente des budgets de ces États-là par rapport à l'armée. Nous sommes là toujours en train d'attendre que les moyens viennent de l'extérieur pour nos Turcs. Elle a rappelé aussi qu'il y a aussi une certaine jalousie que chacun garde de sa souveraineté, et qu'il est temps de laisser. Peut-être qu'il faut même aller au-delà du G5. Pourquoi ne pas constituer des armées à la manière, par exemple, à la dimension de l'OTAN pour notre sous-région, pour que ça se traduise aussi également par une coopération dans les renseignements, puisque les gens... Concernant une coopération dans les renseignements, est-ce qu'on peut réellement songer à une totale... franchise mais entre il le ces faut, pays. comme je dis, il le faut. Il le faut, mais est-ce que c'est possible? Et pourquoi pas, si. Et s'il le faut, c'est qu'en réalité, on est obligé de le faire. On va le faire. Ça va prendre le temps que ça va prendre, avec des obstacles qui vont constituer les méfiances et les réserves de chaque pays. Mais néanmoins, plus on avance, et plus eux aussi, l'ennemi avance, on est obligé de comprendre qu'en réalité, ce sont ces solutions-là qui doivent être ces solutions, ces synergies d'action et dans tous les domaines, sans réserve, qui puissent les contrer ou bien de disparaître. D'accord, oui, madame. Oui, je voulais réagir en disant qu'effectivement, pour répondre à votre question, il est difficile de voir un État livrer toutes ces informations stratégiques à un autre État. Hein. On est dans le monde state qu'il est aujourd'hui, où les amis d'aujourd'hui peuvent s'avérer être les ennemis de demain. Donc, vous voyez, il a pris l'exemple de l'OTAN tout à l'heure, on a entendu à un moment que les Américains écoutaient les Français, que les Allemands écoutaient... Voilà, donc quelque part, chaque État, de toutes les façons, continue de se protéger à l'échelle nationale.
avec des informations stratégiques, avec des choses qu'ils gardent pour eux. Ça, c'est normal. Mais il est important qu'on ait en quelque sorte un pot commun où on se dit, bon, pour ceci, qui est une menace commune, parce que les types, ils frappent aujourd'hui à la frontière avec le Niger. Demain, ils sont en train de collaborer avec Boko Haram au Nigeria. Après-demain, ils font un truc au Mali. Et c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, puisque de plus en plus, eux aussi, nous, on se met ensemble. Eux aussi, ils se mettent ensemble. Et ils font en sorte de mutualiser leurs efforts. Donc, si l'ennemi nous montre la tactique, autant la copier. Et je pense que plus nos États... Pas renoncer, mais plus nos États, voilà, j'aime bien le mot synergie. La synergie, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus soi. Non, ça veut dire qu'on met sa force au profit du mouvement commun. Et quand on est dans cette logique-là, si on se met dans cette logique-là, je pense qu'effectivement, la question de la lutte contre le terrorisme peut se retrouver renforcée par rapport en tout cas à ce qu'on voit aujourd'hui, où on a encore aux déclarations d'intérêt, d'intention, pardon, et où sur le terrain, en tout cas nous les populations, peut-être que les militaires font des choses entre eux dont on n'est pas au courant, mais nous les populations ne sentons pas vraiment la situation évoluer. D'accord. Alors, à présent, nous allons parler de la situation sécuritaire dans le pays. Des attaques se sont multipliées récemment dans le nord et le centre du pays. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation ? Bon, la situation en réalité n'a jamais été calme depuis un certain temps, il faut le reconnaître. Bon, peut-être qu'on était en droit de s'attendre à ce que vraiment ils prennent peur par rapport, suite à la dernière visite du Premier ministre et puis les moyens qu'il avait déployés sur le terrain. On était en droit d'attendre que ces moyens-là fassent de l'effet. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont compris la visite du Premier ministre et ses déclarations comme une déclaration de guerre. Et aussi, donc ils ont envie un peu de montrer qu'ils existent et qu'ils n'ont pas eu peur par rapport aux effets de manche que le Premier ministre avait fait lors de son passage dans le Nord. Sinon, je pense qu'en réalité, la situation n'a pas beaucoup, hormis peut-être d'avoir été accentuée par les clivages intercommunautaires, les affrontements intercommunautaires qui étaient là, qui les arrangent d'ailleurs. Il me semble qu'ils sont à l'origine même de ces clivages, puisqu'ils posent des actes qui font que les communautés entre elles s'interacusent. Alors qu'eux, c'est une situation, et malheureusement, les communautés ne sont pas en train de comprendre ça, qu'en réalité, tout ce qu'ils font, leur réaction est en réalité la réaction attendue et la conséquence directe des actes que l'ennemi commun, qui sont les ennemis communs, qui sont les djihadistes, avaient posés. Voilà un peu en réalité comment moi je perçois ce que vous appelez regain de tension, qui pour moi en réalité n'est que une continuité, une stabilité à la limite quoi, de la chose. Quoi. D'accord. Voilà. Et vous, Madame Damélia, pensez-vous que ces attaques sont peut-être des messages de ces djihadistes-là allant directement? Très clairement. Je ne sais plus qui l'avait dit, d'ailleurs tous ceux qui parlent de ces terroristes disent la même chose. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui en face a pour objectif de mourir, on n'est pas dans la même logique que nous qui voulons sauver notre peau. D'accord ? Donc, nous ne sommes pas dans le même combat. Et à partir du moment où nous ne sommes pas dans le même combat, que nous ne luttons pas pour les mêmes valeurs, il est difficile de trouver un terrain d'entente. C'est pour ça que je suis toujours perplexe quand j'entends dire il faut aller négocier avec ces gens-là. Mais négocier quoi ? Jusqu'à présent, personne n'a réussi à me répondre. Négocier quoi ? On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui veut faire disparaître votre État, qui veut imposer sa religion, qui veut... De quoi allez-vous discuter ? Il ne veut pas discuter, il dit vous faites comme je veux. Si vous ne le faites pas, je viens chez vous et puis je tue les gens. Et c'est dans l'optique dans laquelle ils sont jusqu'à présent. L'attaque d'Aguelok hier illustre complètement ce propos. Imaginez le Premier ministre il y a 2 semaines qui va au nord, qui montre aux populations voilà, l'État est là, l'État veut revenir. Kidal où toutes les déclarations de bonnes intentions sont prononcées. Et puis 2 semaines après, patatrac, on attaque la MINUSMA. D'ailleurs, le jour où le Premier ministre devait arriver, on a attaqué la MINUSMA et Barkhane. Donc pour vous dire qu'en fait, le message, c'est continuez de parler, vous n'avez pris sur rien. Et malheureusement, encore une fois, comme ils viennent de le dire, les clivages entre les communautés, les guerres de territoire, les guerres d'intérêt font que la piste est en fait dégagée
pour que ces gens continuent de perpétrer leurs méfaits. Donc, quelque part, je pense que il y a un travail de fond. On parle de l'autorité, du retour de l'autorité de l'État. Je l'entends. Maintenant, l'autorité de l'État, ce n'est pas des hommes sur le terrain. L'autorité de l'État, c'est la population qui se sent en confiance par rapport aux gens qu'on envoie pour l'administrer et qui se laissent administrer. Cette confiance n'existe plus aujourd'hui. Au nord, au centre du Mali, aller parler aux populations, surtout dans le centre, de militaires, d'agents d'eau et forêt, etc. Ils ne veulent même plus en entendre parler parce que c'est la loi du plus fort, c'est les abus de toutes sortes. Et donc tout ça laisse la place, le champ libre à ces gens qui viennent dire « Mais vous voyez comment ils vous traitent? Nous, on vient avec la loi d'Allah. Nous, on est juste. Nous, si tu as mal fait, on te tape. Si tu as bien fait, on te donne à manger, on te donne l'électricité, on te donne l'eau. » Voilà le message qui passe. Et ce message, les populations l'entendent. Ils l'entendent, ils y sont sensibles parce que ça touche quelque chose de leur quotidien. Donc le retour de l'État, ce n'est pas forcément déployer un gouverneur, un préfet, mais c'est de restaurer cette confiance entre les administrateurs, les représentants de l'État, qui sont l'armée, qui sont les politiques, qui sont les administrateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et les populations, de sorte que quand ces gens arrivent, que les populations soient en mesure de leur dire « Mais on n'a pas besoin de vous, on vit très bien chez nous ». Et tant qu'on ne va pas arriver à ça, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Donc la question, on parlait de la sécurisation tout à l'heure, la question n'est pas forcément militaire. Elle est aussi politique, elle est sociale, elle est sur un véritable retour de l'État. Et l'État, c'est qui? L'État, c'est vous, l'État, c'est moi. Il faut que les populations de partout au Mali se sentent faire partie d'un tout. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui se sentent laissés sur le côté. Sauf que Oui. je dois Oui, allez-y, faire un peu nuancé, disant qu'en réalité, la confiance qu'on a dans l'État ne peut s'instaurer qu'avec la présence de l'État. Quand on parle de retour de l'État, c'est qu'en réalité, il faut que l'État soit d'abord présent. Maintenant, ce qu'elle demande comme retour de la confiance des populations, ça vient progressivement. Ce n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain. Mais auparavant, il faut que l'État soit d'abord. On est en train de se battre d'abord pour ça. On n'est même pas en train de l'obtenir, puisqu'il y a des obstacles par rapport à l'application, à l'agencement, dans l'application des agencements dans l'application de l'accord. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'elle vient de développer comme stratégie qui consiste un peu à s'attirer la sympathie populaire, n'est pas le seul changement de stratégie adoptée par les djihadistes depuis un certain temps. Depuis, j'ai l'impression que le redéploiement des hommes que le Premier ministre avait promis, les a aussi incités à changer de modus operandi. Aujourd'hui, il ne s'attaque plus seulement aux gens au poste, non, il rentre dans les maisons pour éliminer les gens physiquement. Et ça, je ne suis pas certain que c'est là que notre stratégie, nos stratégies militaires, l'est intégrée. Comment ils vont faire par rapport à ce nouveau modus operandi qu'ils prennent, qui consiste à rentrer chez les gens et les éliminer, chez des notables, chez des hautes personnalités, des civils, et rentrer pour les éliminer physiquement. Ça, je sais pas, il faut que donc on repense un peu, et nous aussi, nos stratégies militaires contre ce nouveau modus operandi. Et les deux opérations lancées par la force du G5 Sahel, n'a-t-elle pas eu des impacts? Et quelles opérations, rapidement? Foronto. Oui. Bon, certainement. Mais si cela ça a de l'impact, en tout cas, eux, ça ne les a pas dissuadés. C'est comme un hydre. C'est comme un hydre, en fait. Un hydre, c'est un animal mythologique, donc quand on coupe une tête, une autre pousse. Et c'est ça, en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est quand des gens sont là et leur objectif, c'est de finir en martyr. C'est quand ils sont martyrs qu'ils sont, voilà, ils ont réussi le combat. Ben, ça veut dire que dès que le martyr part, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à être martyr. Donc, aller effectivement, comme on a dit, sur ces opérations où des têtes ont été éliminées, c'est vrai, ça les déstabilise sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis ils se réorganisent. C'est comme un serpent, ça régénère sa peau et puis ça revient. Donc, je pense que finalement, c'est le travail à la base qui va payer. C'est le travail pour que ce soit les populations qui disent attention,
il faut qu'on en arrive là. Parce que les gens qu'ils tuent, c'est quoi? C'est des gens qui donnent des renseignements. C'est ce qu'ils estiment être des collaborateurs. Des gens qui coopèrent avec l'armée, c'est des gens qui coopèrent avec Barkhane. Et voilà, ce sont ces gens qu'ils vont éliminer. Ou des gens qui n'ont pas le même discours qu'eux. Donc, si on arrive à renforcer la population et à renforcer ce sentiment quelque part patriotique, je le dis, c'est peut-être facile de dire, mais c'est ma patrie, je suis prêt à mourir pour mon pays. Ça, on n'est pas beaucoup à l'avoir, ce sentiment au Mali. Peut-être si on arrive à faire grandir ça, de sorte que les gens se disent, peut-être ils vont tuer une personne, deux personnes, mais au bout, le pays va s'en sortir parce que je pense que c'est au niveau du citoyen, c'est au niveau de nous que la mentalité doit changer. Le militaire ne peut être qu'après, que pour éradiquer après l'ennemi que nous aurons affaibli parce que nous ne sommes plus vulnérables au message qu'il apporte. Et c'est en ce sens que je parle de la restauration de la confiance. Parce que même si l'État est redéployé, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. À Kidal, il y a un gouverneur, mais le monsieur, il peine à sortir de chez lui. Les enseignants... En train d'apporter, en réalité, il faut que tout cela est contenu pratiquement dans l'accord. Oui. Peut-être il faut accélérer l'accélération qui consiste vraiment aussi à faire une réconciliation, cette, si vous voulez, cette partie, ce volet. Réconciliation, sans réconciliation nationale entre les tribus, entre les communautés, puisqu'en réalité, si le gouverneur, par exemple, dont vous parlez de Kidal, ne parvient pas à sortir, c'est un problème interne à Kidal d'abord avant tout. Si c'était peut-être un autre gouverneur, il aurait pu, puisqu'il appartient à une communauté que l'autre communauté. Mais selon vous, comment mettre fin à cette situation alors? Tout cela n'est pas possible, c'est-à-dire il faut des priorités, il faut si vous voulez, il faut des timings en tout. Ce qu'elle demande n'est possible qu'avec la présence de l'administration et de l'État d'abord. C'est clair. Bon, là maintenant, l'autre vient progressivement. Mais avant tout, il faut accélérer. Il faut trouver les moyens les plus intelligents, les modalités les plus intelligentes d'application de l'accord pour qu'on en arrive à là. J'aime beaucoup le mot intelligent. Voilà. Parce que c'est vraiment... Hein? Ouais, voilà. Alors, je tenais à vous rappeler que nous avons compté M. Boubacar El-Kouye parmi nos invités au début de ce débat, mais malheureusement, ce dernier a eu un empêchement. Nous allons parler à présent de l'arrestation et le transfèrement d'Alassane, qui représente une avancée significative dans les enquêtes et poursuites de la CPI. Il s'agit des premières poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre les personnes physiques devant la CPI. Quelle est votre analyse de cette affaire? Bon, cette affaire, avant toute chose, moi je pense que nous sommes en train de devenir un terrain d'expérimentation de la CPI, parce que après le djihadiste, mais c'est tout à fait normal, hein, parce que moi j'apprécie, j'aime bien qu'on aborde cette chose, parce que sommes tous nous qui avons appelé la CPI ici au Mali, donc nous sommes responsables de tout ce qui se passe. Nous avons choisi nous-mêmes d'être un terrain d'expérimentation et je pense qu'ils sont en train vraiment de s'adonner à cœur joie. Si c'est pour le plus grand bénéfice de la justice, tant mieux. Sauf que je pense que le truc, ça intervient un peu mal pour nous. Vous savez, puisqu'à un moment où ces djihadistes détiennent tant si vous voulez, de personnes, de personnalités enlevées et qui sont entre les mains, si on transfère des djihadistes de ce genre dont eux, ils ont besoin, qui sont quand même qui sont des composantes essentielles de leur système, ça peut compromettre la vie de ces gens-là. Mais malheureusement, nous sommes l'otage de ce que nous avons nous-mêmes demandé. Il y a le truc. Bon, effectivement, il y a eu certainement aussi des crimes de guerre, des atrocités qui ont été commises qui méritent d'être sanctionnées. Si c'est le cas, si ça doit vraiment arrêter cette histoire-là, mais je pense qu'en réalité, ça vient un peu... On est curieux de savoir l'issue de tout ça, mais ça ne vient pas à point nommé pour nous. Et vous, Mme Damela? Oui, alors, c'est un événement à saluer, hein, parce que toute justice est toujours la bienvenue. Maintenant, il y a justice et justice. Un transfèrement à la CPI pour un procès qui va durer... on a vu celui de Al-Faki. Au bout, on condamne le monsieur à des sommes astronomiques dont il n'a pas le premier copec et qu'il va falloir aller mobiliser encore pour venir dédommager les victimes.
adjoint à la police islamique de Tombouctou. Oui, ils ont commis des exactions. Si vous parlez de ce monsieur à Tombouctou, les gens vous diront, mais ce monsieur, il n'a fait que du bien ici. Ah bon? Comment cela? Les gens vous diront ça. Que ils n'ont jamais vu ce monsieur taper quelqu'un. Ils n'ont jamais vu ce monsieur couper la main de quelqu'un. Etc. Il y a des témoignages comme ça. Quand on a annoncé cette histoire, il y a des gens qui ont dit ça. Et ceux qui ont fait ça... J'aime bien le partitif. Il y a des gens. Il y a aussi des gens qui disent... Je n'ai pas vécu à Tombouctou. Donc je ne fais que rapporter. Et ceux qui ont été les commanditaires de ça, ils sont là aujourd'hui. Ils sont dans nos hôtels à Bamako. De quelle justice parle-t-on? À qui veut-on rendre justice? Veut-on rendre justice pour rendre justice en disant oui, il se passe quelque chose? Ou on veut vraiment donner la paix aux gens qui ont été blessés, torturés, dont des enfants violés? De quelle justice on nous parle? Si c'est pour faire quelque chose, bon, ok, tant mieux, allons-y. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des raisons qui ont fait que M. que Alassane n'a pas été jugé au Mali ici, ou c'est pour ça... Ah non, c'est pas pour les raisons. Les raisons pour lesquelles c'est qu'il a été demandé. La CPI l'a demandé, et si la CPI le demande, et je pense que le Mali, la justice malienne, je ne pense pas que la justice malienne soit capable d'ouvrir cette boîte. Mais il y a M. Ali Oumarman qui a été jugé ici. Pourquoi M. Al-Faki et M. Alassane ont été jugés là? Bon, à lui, il a été, comme on le sait, est-ce qu'il a été bon? Il a été jugé, d'accord. À lui a été jugé, il est sûr. Mais est-ce que c'est pour la même chose? C'est pour crime contre l'humanité. En fait, la CPI juge les crimes de droit international. Ce sont les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et Al-Faki, c'était crime contre l'humanité avec la destruction de machin. Et lui, c'est crime contre l'humanité parce que crime de guerre parce que pendant l'occupation, il s'est passé des choses sous sa responsabilité. Sous sa responsabilité. Au-dessus de lui, il y avait d'autres personnes qui étaient encore plus responsables que lui. Et comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas entre guillemets encore. Je doute qu'il le soit un jour, mais pas encore inquiété. Donc en tout cas, pour en finir avec mon propos, je veux dire, la justice internationale a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'exister parce que elle donne une impulsion. Elle envoie des messages pour dire aux gens ce que vous avez fait, ce qui a été fait dans ce pays. Elle est pédagogique. En quelque sorte, c'est ça. En se tenter ne le refaites plus ailleurs parce que si vous le faites, vous serez jugé, vous serez emprisonné, etc. Nos États ne sont pas encore arrivés à ce niveau, à part l'État du Sénégal qui a jugé Hissène Habré. Il n'y a pas eu d'autres cas encore de ce genre. Maintenant, est-ce que cela a réellement un effet dissuasif? J'en doute. Est-ce que cela contribue vraiment à la question de justice? J'en doute également. On le disait tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de retour de la confiance sans réconciliation. Mais ajoutons qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans justice véritable. Et c'est aujourd'hui notre problème au Mali, c'est la question de la justice. C'est cette justice à deux vitesses qui fait que c'est le menu fretin qui est arrêté, qui est jugé ou qui est envoyé à la CPI. Et les commanditaires, les gens dont tout le monde connaît la responsabilité, sont parmi nous, nous les voyons au quotidien. Parce qu'ils n'ont pas été arrêtés. Ils sont à Gao, les femmes qui ont été violées voient leurs violeurs tous les jours. On sait qui ils sont, personne ne les touche. Donc, ces pays, est-ce qu'on va pas, il ne sera pas question de tension? Ça ne va pas créer d'autres tensions? Écoutez, il y a plusieurs façons de faire la justice. Il y a arrêter quelqu'un, un menottes à la main, le mettre en prison. Et il y a d'autres façons. On parle de la justice transitionnelle. On en parle beaucoup au Mali, mais il ne se passe pas grand-chose. On en parle beaucoup, tout le monde vous fait des conférences, des séminaires pour parler de justice transitionnelle. Mais concrètement, que faisons-nous dans ce sens? Quel est le cadre que nous avons créé pour permettre, ne serait-ce qu'aux coupables de venir dire, comme ça s'est passé ailleurs au Rwanda, avec le succès mitigé qu'on le connaît, mais ça a eu également le mérite d'exister, que des gens viennent dire « Ah oui, je reconnais, j'ai fait ça, je demande pardon ». Ne serait-ce que cette phrase peut permettre à la personne qui a été victime d'avoir un début de paix, de commencer à faire le deuil de ce qu'il a perdu. Mais si ces gens sont là à continuer à narguer ceux qu'ils ont blessés, on ne peut pas avancer dans ces conditions parce qu'on va être dans le cycle de vengeance, d'actes, vengeance, acte, vengeance. Et il faut dire que la rébellion au Nord, c'est ça.
ils ont tué nos pères, on se venge. Ah bon, ils nous ont tués, nos enfants vont se venger. Et puis ça va être ça. Et on ne va jamais s'en sortir. Donc la question de la justice est le nœud gordien du problème malien. Et il faut vraiment qu'on... Et ce n'est pas la CPI qui va résoudre ça. C'est ici que les gens doivent se parler, se demander pardon. Ceux qui doivent aller en prison parce qu'ils ont du sang sur les mains, qu'ils aillent en prison, même si c'est des peines symboliques. Mais que les gens se disent oui, d'accord, oui, au Kodjougouké, ils ont payé pour ça. C'est important. Monsieur Keïta, pensez-vous que cela est réellement possible au Mali ici d'avoir une justice véritable? Bon, pour ce qui concerne les Maliens, puisque pour moi, nous avons affaire à des criminels qui parfois sont sont des criminels transnationaux. Absolument. Donc, si les criminels transnationaux viennent ici pour faire tout ce qu'ils ont fait ici, ils ne sont pas des gens d'ici, donc il ne peut pas, la vendetta dont elle parle ne peut pas s'appliquer à ces gens-là. Ça ne peut s'appliquer qu'aux communautés qui ont vécu ensemble et qui ont participé à ces actes-là. Bon, ça, là, je pense que pour cela, le processus est en cours, puisqu'on a créé quand même les CVJR pour ça. Et il est en cours, peut-être qu'on n'est pas arrivé à terme, mais il est en cours. Les gens, ils sont constamment sur le terrain en train d'écouter les gens, et pour concevoir d'abord et conceptualiser avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, puisque en réalité, si tu ne conçois pas d'abord, tu ne peux pas arriver à quelque chose de potable. Peut-être que ça prendra le temps qu'il faut, mais il vaut mieux que ça prenne le temps qu'il faut que cette justice traditionnelle qui demande la crée d'autres injustices. Donc il vaut mieux le préparer, mieux juger et faire accepter les gens et ce qui est en train de se faire. Mais je persiste à croire qu'en réalité, comme elle l'a dit, ces personnes-là triées sur le volet que nous prenons pour livrer à la CPI, et c'est Munifretin pour reprendre son truc. Peut-être aussi c'est parce que les gros poissons aussi ne sont pas tombés d'abord dans la nasse. Parce qu'il quand vous dites tomber d'abord, est-ce que dans vous la pensez nasse, puisqu'on les a pas eu. Parce que tous les gens qui est en train de juger par la CPI, ce n'est pas le Mali qui les a appréhendés, ce sont les gens qui ont été appréhendés par les forces internationales présentes ici au Mali. Donc c'est eux qui ont besoin d'eux pour leur expérimentation, donc on est obligé de donner. Qu'est-ce que vous voulez? Donc je ne sais pas, mais je persiste à penser qu'en réalité, ça tombe au très mauvais moment pour les gens qui sont entre les mains. Oui, pour les otages. Pour les otages. Puisque si on prend ces gens-là, on voit qu'ils ils vont commencer eux aussi à liquider des otages. Peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas le souhait, mais il est à craindre que cela n'arrive. Pourquoi je pense que l'État malien, mais puisque nous sommes l'otage de nos propres choix régaliens, il faut peut-être, c'est ce qui nous oblige en réalité. Je pense que ça tombe au même moment, et parce que nous n'avons pas aussi la force au niveau international pour d'oser maîtriser les choses. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté de maîtriser, de doser? Non, nous sommes faibles. Quand on est faible au niveau international, il peut avoir la volonté, mais tu ne peux pas avoir la force. C'est comme ça. Peut-être. Oui, non, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Sinon, je pense que nous, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a refusé de donner Madame Gbagbo. Madame Gbagbo. Oui, oui. Oui, mais ça c'est éminemment politique, parce que si on avait envoyé le couple Gbagbo à la CPI, je pense que la Côte d'Ivoire ne serait pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Je pense que ça, c'est pas forcément une question de justice. Chez nous aussi, c'est éminemment politique. C'est éminemment politique, vous savez pourquoi? Parce que nous avons quand même des magistrats entre les mains de ces gens-là. Et si ces magistrats-là connaissent un certain sort, tous les autres magistrats vont refuser d'aller au nord, puisqu'ils pourraient connaître le même sort. Je voulais revenir sur la question de la justice internationale et dire qu'on sert d'expérimentation, je ne sais pas, mais elle est jeune, la CPI, elle a 20 ans, la CPI. C'est une juridiction qui est jeune, qui effectivement apprend au fur et à mesure qu'elle évolue. D'ailleurs, il y a une réforme en cours en ce moment. La CPI est vraiment en train de réfléchir sur comment être plus proche surtout des Africains, parce que c'est les Africains qui la critiquent beaucoup, d'être plus proche des Africains pour faire comprendre. Le problème est que, malheureusement, c'est en Afrique que se passent la plupart des crimes que ces gens jugent, malheureusement. Et expliquer aussi pour que les différentes parties concernées dans un conflit soient plus enclins à respecter le droit international. Parce que c'est ça, quand vous prenez des prisonniers et que vous les exécutez, comme ça a été le cas à Guelok en 2011, ben écoutez, ces gens, normalement, aujourd'hui, doivent être à la CPI. On les connaît, on sait qui est derrière. Normalement, dans le droit international, même si c'est l'armée malienne qui les prend un jour, que ce soit l'armée internationale, qui que ce soit qui attrape
les responsables de ce massacre doivent automatiquement... Le Mali même doit dire, c'est bon, on ne veut même pas les juger, ils n'ont qu'à aller là-bas, parce que c'est un crime, un atroce crime de guerre. Donc, quelque part, je me dis que, comme il a dit tout à l'heure, c'est de la pédagogie, mais de la pédagogie active. Ce n'est pas juste en parole, il se passe des choses. Maintenant, ces choses ont-elles l'impact souhaité? C'est là que vient la question. Arrive-t-elle réellement à faire passer le message ou pose-t-elle encore, comme c'est le cas malheureusement, certains pays qui se mettent en victime, le Burundi qui sort, les Philippines qui sort parce que le président ne veut pas se faire attaquer. Lui, il sait que la façon dont il gère la chose, ce n'est pas la meilleure façon. Il a décidé de le faire ainsi. Il sort du statut de Rome. Il est important que nous, pays africains, peut-être arrivions à nous approprier cet outil. Peut-être, puisque justement nous avons des justices qui n'ont pas encore les capacités, nous n'avons pas les moyens financiers, etc. Parce que regardez, quand on attrape nos djihadistes et qu'on les met en prison en Banamba, on va attaquer la prison pour les faire sortir. Et ça va être difficile d'aller les chercher à Schwingen. Ça va être compliqué. Donc quelque part, peut-être arriver à nous, comme il a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le mot intelligemment, à trouver comment intelligemment nous pouvons tirer parti. Dans tout ce qui se fait, il y a toujours forcément quelque chose de bon. Comment arriver à tirer le bon de cet outil qu'est la CPI et en faire un plus dans la recherche de la justice et de la vérité. C'est important, de la justice et de la vérité dans les nombreux conflits que nous traversons et qui malheureusement ne sont pas prêts de finir. Oui, quand il y a justice, quand il y a vérité, il y a réconciliation. Bon, mais je pense que l'erreur aussi, c'est de penser que la CPI est là seulement pour les conflits. Non, la CPI est là aussi pour tout ce qui se passe dans le pays. Hein. Absolument. Ouais. Et pour toutes les parties. Ils parlent de questions environnementales maintenant. Ils poursuivent des gens pour des crimes environnementaux. Des atteintes à l'environnement, ils peuvent connaître de ça. Ils peuvent aussi connaître de tout ce que peut-être l'armée malienne fait. Absolument. Comme dérive. Absolument. Et moi, je soupçonne un peu cette petite, ce que j'appelle expérimentation. Je pense que c'est un peu les petits pas vers l'ouverture d'une boîte de Pandore beaucoup plus consistante. Ah oui, c'est bien possible que cela nous glisse un peu vers le cas des Sanogo. En tout cas, il y a beaucoup de dossiers à l'étude à la CPI concernant le Mali. Ça, on peut l'affirmer. Et il n'est pas exclu que ça ouvre un peu le truc, comme il le dit, que la justice malienne ne parvient pas vraiment, dont la justice malienne ne parvient pas à connaître, l'affaire des bérets rouges, bérets noirs, des militaires exécutés, et des talibés exécutés également dans le centre du Mali, qui en partie a déclenché le problème du centre. Hein. Parce qu'en réalité, c'est après l'histoire du Konna et autres, certaines choses qui ont été entre l'armée et certains talibés de Mopti, que la situation a dégénéré au centre. Donc ça peut ouvrir tous ces trucs-là. Je pense que c'est bon. L'expérimentation est bien partie pour connaître de tout ce qui a vraiment fait frémir les Maliens de 2013 ou bien de 2012 à aujourd'hui. Juste en 20 secondes, juste un mot de la fin avant de boucler ce forum. Un mot de la fin, nous sommes à quelques semaines, on va dire comme ça, d'échéances importantes pour le pays. Et je pense qu'il est important, il y a une certaine fébrilité en ce moment que l'on ressent. Il est important que le rappel de ce qui nous unit prévale. Parce que chacun est différent, chacun a sa façon de penser la chose, chacun a des ambitions pour ce pays. Et je pense qu'il est important que chacun se souvienne de ce qu'il y a de positif en la démarche de tout le monde et que nous ne soyons pas dans l'opposition pour l'opposition. Quand je dis opposition, je ne parle pas de l'opposition politique, mais dans la critique, dans la frontalité, mais qu'au contraire, nous trouvions ce qui est notre socle commun et que définitivement toutes nos énergies soit consacrée à sauvegarder ce socle. Merci beaucoup et cela me fait à ce forum de la presse. Un grand merci à nos invités, tous aux journalistes, Célia Dalmeida du journal du Mali, Abdraman Keita du journal Le Témoin. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keita. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation de Issa Fakaba Sissoko et une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.